Bienvenue dans Impact at Scale, le podcast dans lequel on décrypte les stratégies pour aligner impact positif et changement d'échelle. Je suis Adriana Peyruz, CEO des Impacteurs. Et très concrètement, on fait du conseil en impact positif pour les entreprises en phase de scale et du conseil en changement d'échelle pour les entreprises à impact positif ou les structures de l'ESS. Allez, trêve de bavardage et place à l'invité de la semaine. Bonjour Léo. Bonjour Adriana. On fait comme si on s'était pas vu voilà, juste c'est avant. ça. Tout va bien. Enchanté. Bienvenue à la nef, ou pas. Ouais, merci beaucoup. Du coup, on va parler de la stratégie de changement d'échelle de la nef. Mais avant ça, je te laisse te présenter. Très bien. Alors, Léo Miranda, moi je suis responsable de notre pôle impulsion à la nef. C'est un mot un peu interne pour parler de tout ce qui va concerner le marketing, la communication, les partenariats et relations institutionnelles avec une partie de notre équipe qui est à Paris, puisque la plupart de nos équipes sont plutôt à Lyon, à notre siège social, mais également des activités peut-être un peu plus spécifiques à notre monde coopératif. On a 2 personnes qui travaillent sur la vie coopérative, vraiment le lien avec nos sociétaires, notamment bénévoles, et également 2 personnes qui vont travailler sur la finance participative. Donc on a une plateforme qui s'appelle Zest qui vient compléter un petit peu notre activité principale sur du crowdfunding en mode don essentiellement. Donc si je résume, c'est une activité de rayonnement et d'animation de communauté. Exactement. Okay. Et est-ce que tu peux nous parler de la nef rapidement quand même ? En quelques mots, je vais essayer d'être bref, même si c'est une longue histoire. La nef, on a été créé à la fin des années 80, donc ça fait maintenant près de 35 ans qu'on existe. L'idée de la nef, et qui pour le coup n'a pas trop changé, enfin vraiment les piliers fondateurs, c'est de pouvoir agir en responsabilité autour de la notion d'argent. Et pour cela, l'objectif principal était de pouvoir donner des clés aux épargnants pour qu'ils puissent déjà comprendre les mécaniques bancaires, mécaniques financières, et qu'ils puissent agir de manière responsable sur leur argent, c'est-à-dire avoir conscience de l'impact que cet argent peut avoir sur la société, sur l'économie, et pouvoir influer aussi sur cet argent. Comment ça s'est traduit ? Ça s'est traduit par plusieurs grandes préoccupations. La première, ne financer que des projets qui ont un impact réel sur l'environnement, sur la société, mais également aussi le champ culturel. Donc une sélection extra-financière des projets et pas uniquement financière, des projets qu'on va financer. Un deuxième axe qui est très lié finalement au premier, qui est proposer de la transparence dans le monde bancaire, quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui en France. Une transparence complète des financements qui vont être accordés aujourd'hui, c'est toujours une exclusivité, on va dire, de la nef depuis 35 ans. On n'a pas réussi à essaimer suffisamment dans le monde bancaire à ce niveau-là. Et le troisième axe que j'aime beaucoup remettre en avant, même si c'est quelque chose qui existe, on va dire, dans le reste du monde bancaire, mais que nous, on essaie de faire vivre d'une manière un peu particulière, c'est le statut coopératif. Je pense que vous savez qu'il y a pas mal de banques issues du mouvement coopératif en France, même des très grandes. Nous, dès le départ, on a essayé de rendre ces valeurs coopératives très vivantes au sein de la structure. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs des personnes qui s'occupent vraiment d'animer cette vie coopérative, de faire en sorte que les sociétaires qui le souhaitent, tout le monde ne le souhaite pas, mais puissent avoir toutes les clés de compréhension sur le monde financier. On essaye de leur en donner au maximum, mais au moins sur la nef, qu'ils puissent en parler facilement auprès de leur entourage, sur leur territoire, qu'ils puissent être vraiment des représentants de la nef, qu'ils aient toutes ces clés pour pouvoir le faire, et également qu'ils puissent se saisir d'un certain nombre de sujets démocratiques, de gouvernance en interne pour pouvoir les travailler et amener, pourquoi pas, des résolutions en assemblée générale ou solliciter les instances ou les salariés pour qu'ils puissent intervenir. Donc ce statut coopératif, on a essayé de l'ériger vraiment dans une gouvernance très démocratique en interne depuis le début, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on défend pas mal et que beaucoup de banques éthiques en Europe défendent aussi ce statut-là. Ouais. C'est vraiment une banque éthique en interne et Exactement. Dans l'extérieur. C'est l'idée d'un peu d'exemplarité aussi en interne par rapport à ce qu'on va demander aussi vis-à-vis de l'extérieur. Et donc, comme toutes les banques, vous avez quand même des KPI à suivre, des indicateurs. Oui. C'est quoi, grosso modo, les chiffres aujourd'hui de la nef ?
Alors aujourd'hui, les chiffres de la nef, c'est bien, c'est plutôt des chiffres ronds. Parfait. On a passé le milliard d'euros de total de bilan. Ok. Total de bilan, c'est ce qui va représenter vraiment l'activité. Ça veut dire qu'on collecte 1 milliard d'euros d'un côté, Ouais. sous la forme de comptes surlivrés, de comptes à terme, mais aussi de parts sociales, et qu'on va employer ce milliard d'euros sous la forme de crédit, de quelques placements, puisqu'on ne prête pas l'intégralité de ce qu'on va collecter, d'obligations d'État et autres. On pourra rentrer un peu plus dans le détail, mais globalement, notre activité, on a passé ce cap symbolique du milliard d'euros, ce qui fait que on commence à être visible. C'est un océan par rapport, c'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce que représentent les grandes banques françaises, mais 1 milliard d'euros, ça commence à L'ordre de représenter. grandeur, c'est quoi par rapport L'ordre aux de banques? grandeur, ça va être le crédit coopératif qui est considéré comme une petite banque qui va peser entre, alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais entre 35 et 40 milliards d'euros. Donc Ok. ils sont déjà 30 ou 40 fois plus. La BNP, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on est à plusieurs centaines, voire peut-être on est déjà à 1000 milliards, puisque Ok. c'est des banques internationales. Donc ça reste quand même petit par rapport à d'autres banques françaises, notamment du fait que nos grandes banques françaises, elles sont dans le top 10 mondial aussi. Oui. BNP, Société Générale et Crédit Agricole font partie vraiment des groupes bancaires internationaux. Mais c'est vrai qu'on commence à émerger. Le rapport là de 1 à 40 avec le crédit coopératif, qui paraît énorme, mais il était beaucoup plus important il y a quelques années. Et donc on commence à gagner en visibilité. Ça, c'est peut-être le premier indicateur. L'autre chiffre rond, on va dire, c'est qu'on a atteint 10 millions d'euros de PNB. Alors le PNB, c'est le produit net bancaire. C'est très spécifique à la comptabilité bancaire, mais en gros, ça représente le chiffre d'affaires. Ok. Pour une entreprise plus classique. Donc, pour expliquer ça, en fait, vous collectez 1 milliard d'euros auprès des personnes qui déposent de l'argent sur leur compte, Essentiellement des particuliers. essentiellement Oui, des tout à fait. particuliers. Et là-dessus, forcément, vous avez un modèle économique qui consiste typiquement au taux d'intérêt, on va en revenir là-dessus. Tout à fait. Et c'est là-dessus donc, que vous calculez le produit Exactement. net brut. En fait, on travaille sur ce qu'on appelle une marge interbancaire, c'est-à-dire qu'on Ok. va rémunérer les dépôts auprès des particuliers. Pas énormément, mais on va les rémunérer. Donc ça, c'est une ressource qui nous coûte en quelque sorte. C'est Ouais. notre matière première, qui est donc une source d'argent. Et on va générer avec cette source d'argent, qui n'est pas à nous, des prêts, des placements, de l'achat d'obligations d'État ou d'obligations vertes. Et c'est sur cette marge d'intérêt, enfin, c'est sur les intérêts qu'on va percevoir de cette activité et les intérêts qu'on va recevoir, qu'on va générer une marge. Et cette marge-là, aujourd'hui, si on prend la totalité de notre activité, on vend aussi des services annexes au compte. Je pourrais rentrer un peu plus dans le détail, mais globalement, c'est beaucoup quand même autour de la gestion de cet argent. Nous permet de générer 10 millions d'euros en 2021 de produits nets bancaires. Donc ça, c'est avant les charges de personnel, de locaux, etc. On n'en arrive pas à C'est pas 10 le millions d'euros bénéfice. de résultats, tout à fait. Tout à fait. Et ce qui est intéressant par rapport à notre activité économique, c'est qu'on est en train d'atteindre l'équilibre malgré 4-5 années qui ont été très difficiles, qui ont été très très bonnes en termes de développement, c'est-à-dire qu'on est passé on a doublé notre activité, en fait on est passé de 500 millions à 1 milliard d'euros de gestion de fonds, mais dans un contexte économique où on avait des taux extrêmement bas. Tout le monde s'en est rendu compte, on était très peu rémunérés et les crédits, malheureusement, étaient très 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 bas. On avait des taux d'intérêt parfois 0,8, 1%. Et donc nous, vu qu'on a quasiment l'intégralité de notre modèle qui est basé là-dessus, c'était extrêmement difficile d'atteindre le seuil de rentabilité, et on est en train de l'atteindre alors qu'on avait beaucoup de craintes sur la capacité à ce modèle économique de transformation d'argent de pouvoir perdurer, là où les banques se diversifient énormément avec plein d'autres activités sur lesquelles on ne peut pas aller, voilà, etc. sur de la spéculation, sur Donc, de la vente aussi de téléphones portables, d'alarmes, de colliers pour chiens. Enfin, vous avez quand même toute une créativité qu'il va y avoir dans le monde bancaire pour générer des bénéfices additionnels. Nous, on voulait vraiment prouver aussi qu'il était possible de stabiliser un modèle sur la banque façon 15e siècle à Venise, c'est-à-dire comme elle a été créée. On n'a pas besoin d'argent pendant un moment, on dépose l'argent et on le confie à la banque, et la banque, elle prête
cet argent à des entreprises pour faciliter le développement. Nous, on est vraiment basé autour de ce modèle originel. Et c'est vrai que là, ces dernières années nous prouvent que même dans un contexte économique très défavorable, on arrive à stabiliser le modèle et on en est très heureux. Ok. Fait que là, on t'a parlé de dynamique là, sur les 4-5 ans. Oui. Donc là, vous êtes à 10 millions de PNB. Mhm. Il y a 4-5 ans, vous étiez là. On était autour de 7,5, 8. Ok. Donc ça semble pas faire un décalage très important, mais c'est le delta qui nous permet de redevenir bénéficiaire, puisqu'on n'a pas développé notre masse salariale, par exemple, oui, le nombre de salariés qui travaillaient avec nous de manière très significative pendant ces dernières années. On est passé à peu près de 90 salariés il y a 5 ans à 120. Donc il y a une augmentation, mais qui n'est pas proportionnelle à l'évolution de l'activité qu'on a pu avoir. Et c'est grâce à cette mécanique-là qu'on arrive à atteindre le seuil de rentabilité. Ouais. Donc en 5 ans, là, vous avez fait x2 sur le volume d'activité. Tout à fait. Avec une augmentation de 30% de la masse salariale, grosso modo. C'est ça, environ. Okay. Et ça, c'était nécessaire puisque c'est vrai que cette date d'il y a 5 ans, elle est un petit peu particulière dans notre histoire puisqu'on n'avait jamais vraiment vécu de contexte économique avec un effondrement des taux. Et tout notre modèle était basé un petit peu là-dessus et on était un peu dans le creux de la vague. Concrètement, en 2017, on a travaillé sur un petit plan de départ volontaire. On a essayé de repartir un peu à l'attaque en se disant en fait l'équation elle est complexe. Il faut qu'on fasse plus avec quasiment pas autant d'effectifs, mais il faut qu'on arrive à générer beaucoup plus d'activités sans faire exploser le nombre d'embauches ou les investissements en communication, en publicité. Il faut travailler un peu sur la débrouille parce que le modèle ne fonctionne pas dans cet état. Donc c'est vrai que cette capacité à pouvoir développer notre modèle économique tout en maîtrisant un petit peu les charges, c'est ça qui nous permet de sortir de la situation délicate dans laquelle on était autour de 2017, effectivement. Okay. Là, on a parlé d'indicateurs financiers. Oui. Forcément, on est sur un podcast qui s'appelle Impact at Scale. Oui. Quelle est l'incidence sur vos indicateurs plutôt d'impact ? Alors, sur nos indicateurs d'impact, après, il y a une question de volume. Pourquoi on a énormément développé notre activité ? Tout à l'heure, je disais qu'on est passé de 500 millions à 1 milliard. Ça veut dire deux choses. En fait, de chaque côté du bilan, je reste encore sur le financier, puis après, je passe sur l'impact. C'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que ça signifie, le fait qu'on ait doublé la collecte d'épargne ? Ça signifie qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont sensibilisées à cette cause, à l'impact de l'argent. On sent que la culture financière, je ne vais pas dire qu'elle grandit énormément en France, on a toujours du mal à comprendre comment fonctionne une banque, etc. Mais on sent quand même que l'impact de l'argent sur l'environnement, l'impact de l'argent sur la société ou sur le visage de notre économie, il a vraiment un sens, alors qu'il y a peut-être 5 ans, ou voire encore plus il y a 10 ans, c'était absolument pas compris en fait ce lien-là entre je dépose de l'argent sur un livret et j'ai de l'impact positif ou négatif. Donc on sent une prise de conscience du côté des épargnants et ça c'est, nous on n'en est que un peu le révélateur au travers de la bonne dynamique de la nef. On voit qu'effectivement il y a de plus en plus de gens qui sont sensibilisés à ça. Et de l'autre côté, et ça c'est quelque chose qu'on peut ressentir de manière très, très prégnante au quotidien dans nos relations avec les entrepreneurs, on sent qu'il y a de plus en plus de citoyens qui décident d'entreprendre autrement aussi. C'est-à-dire que des projets de commerce bio, de vrac, de commerce équitable, d'insertion par l'activité économique ou de tout ce qui va tourner autour de l'énergie, il n'y en avait pas beaucoup il y a peut-être une douzaine d'années, ça restait quand même quelque chose de niche. Aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'un entrepreneur sur deux se pose la question, mais c'est pas loin finalement de se dire ok, je vais monter un business, mais est-ce que j'ai pensé à l'impact écologique, est-ce que j'ai pensé à l'impact social, sociétal? Et donc ça révèle quand même un assez fort dynamisme à ce niveau-là. Donc voilà, je dirais que nous, en arrivant un petit peu au bout de la chaîne, on ressent finalement les évolutions sociétales de part et d'autre, du côté des citoyens ou du côté des entreprises. Et finalement, votre rôle là-dedans, c'est qu'en doublant l'épargne collectée, vous avez doublé ce que vous pouviez investir dans l'économie à impact. On a doublé ce qu'on pouvait investir, voire plus, puisque effectivement on est passé d'à peu près
30 millions d'euros, en 2017 on était à 50 millions d'euros de crédits débloqués chaque année, aujourd'hui on est passé à 200, donc 200 chaque année, donc on a vraiment, non seulement on a augmenté le nombre de crédits, mais aussi la part que représentaient les crédits sur l'ensemble de notre activité a grandi. Ça aussi c'est un indicateur hyper important, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas tout prêter, tout ce qu'on donne, puisqu'il y a des problématiques de liquidité, mais il y a 5 ans on pouvait prêter plus, on avait la capacité de prêter plus, mais on ne trouvait pas suffisamment de projets. Aujourd'hui on est plutôt dans une situation où quasiment tout ce qu'on collecte on le prête chaque année. Donc ça aussi, ça montre aussi le dynamisme de l'entrepreneuriat social, de l'économie sociale et solidaire au sens large, ou des préoccupations écologiques dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui nous sont présentés. Et je dirais même c'est corrélé avec un deuxième aspect qui est qu'on a vu une augmentation du montant moyen qui nous était demandé. Et ça, c'est quelque chose de très positif, puisque ça veut dire qu'il y a une forme de prise de conscience et de légitimité qui est prise par les entrepreneurs en se disant on est des entreprises comme des autres, on a des préoccupations écologiques, environnementales, mais c'est pas parce qu'on a ces préoccupations-là qu'il faut qu'on reste le petit projet dans son coin qui peut pas voir grand. Non, au contraire, on peut avoir des projets à plusieurs millions d'euros, voire 5, voire 10. Enfin, il y a vraiment des projets d'envergure qui nous sont présentés, et ça, c'était peut-être beaucoup moins le cas il y a 5 ans et encore moins il y a une dizaine d'années. Donc on est un peu changement de culture sur le fameux Small is Beautiful, qui était un peu une partie de la doctrine de l'ESS, où on se disait que si on va parfaitement adresser un besoin social, le mieux c'est d'être au plus près des bénéficiaires et donc d'adapter à chaque territoire, et donc on arrivait à faire des solutions presque par quartier. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je sens un changement de culture, je le sens également parce qu'il y a une accélération des préoccupations, c'est-à-dire que de la même manière qu'il y a quelques années, on pouvait se dire c'est un vaste débat, mais qu'on pouvait fonctionner un peu en vase clos avec uniquement des initiatives alternatives et qu'on n'avait pas besoin de se préoccuper des grands industriels. Et là, aujourd'hui, on sait qu'on doit travailler aussi sur ce volet-là, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler sur l'autre. Et de la même manière, l'ESS très localisé qui permet de répondre à certaines problématiques, c'est très bien que ça puisse continuer à exister, mais on a besoin de licorne avec 2 O, hein, bien sûr, je précise. Ouais. On a besoin d'entreprises qui culturellement valident la possibilité d'avoir du succès dans l'entrepreneuriat social, parce qu'il y a aussi ce changement de culture-là qui n'est pas évident. Encore beaucoup de gens qui se disent que finalement, quand on investit dans l'entrepreneuriat social, c'est c'est un peu pour répondre à des problématiques sociétales, mais pas forcément pour avoir une réussite entrepreneuriale. Je pense que ça, c'est bien qu'il y ait aussi ce changement de culture-là. Et puis, en termes d'impact aussi, ça permet le fait d'avoir des grosses locomotives qui émergent, qui parlent avec les décideurs, qui font vraiment partie d'un secteur d'activité et qui amènent aussi une culture du faire autrement. Je pense que c'est déterminant, et en tout cas, ça se voit avec des réussites comme Biocop, hein, simplement, qui devient des principaux distributeurs bio en quelques années, avec une culture très ESS, très coopérative, très ancrée sur le local. Donc ça, c'est des très belles réussites, et je pense qu'on a besoin d'avoir aussi des exemples. Veja, par exemple, sur les baskets équitables, ça donne vraiment à voir qu'il y a la possibilité d'entreprendre vraiment autrement, sans forcément se dire qu'on va rester dans un marché de niche. Donc la nef profite de cette tendance de fond, en fait, qui est vraiment une tendance qui transforme un petit peu l'économie. Oui. Voilà. Mais concrètement, pour passer en 2017 d'un moment où vous êtes un peu dos au mur, où vous dites là il faut qu'on trouve une manière de rentabiliser le modèle économique, parce que sinon on va mettre la clé sous la porte, presque. Oui, enfin on était inquiets, effectivement. Oui, on était inquiets. Pour passer de cette situation à aujourd'hui, avec un bilan très très positif en 2021 et des perspectives plutôt très positives également, qu'est-ce que vous avez fait très concrètement ? On a changé de culture, je pense, en interne, à plusieurs niveaux. Je pense que la nef, comme beaucoup de structures de l'ESS un peu historiques,
il y avait un peu des gros mots qui planaient un peu dans l'air. Marketing. Marketing, réseaux sociaux, prospection. Voilà, et je pense que c'était des termes qui étaient mal compris. On avait un regard négatif sur certaines manières de faire du marketing, de la prospection, d'avoir une approche vraiment commerciale déterminée. Et on a su un peu, par la nécessité, un peu changer de culture. Et c'est vrai que cette période 2017-2018 a correspondu à, on va dire, deux mouvements culturels un peu internes où on a accepté qu'on pouvait faire de la communication de manière plus régulière, plus extérieure, plus liée au grand public, essayer d'attirer un peu plus de monde, donc un peu plus sortir de chez nous, d'adhérer à plusieurs formes de réseaux sociaux, là où on était gentiment uniquement sur Facebook, et d'essayer vraiment de décliner sur d'autres médias, de commencer à faire un peu de publicité digitale, de commencer à faire un petit peu de publicité classique. On a toujours été très limité là-dessus, mais avant on n'en faisait pas du tout, c'était que du bouche à oreille, et c'était presque culturel de se dire on ne peut pas toucher à ça, presque un peu le mal. Là on a effectivement changé de culture, sans forcément complètement nous renier, mais on s'est dit si on reste à l'arrière du train, on va juste pas s'en sortir. Il faut qu'il y ait plus de gens qui nous connaissent, et donc il y a des outils qui existent pour ça, il faut pouvoir les employer. Donc il y a eu tout un volet sur la communication et le marketing, sans que ce soit vraiment conscient, mais on a été un peu tourné vers cet C'était aspect-là. quoi les leviers concrètement que vous avez là-dessus? Investir Instagram, investir LinkedIn, investir des campagnes SIA par exemple, d'achat de mots-clés, de sponsoring, réseaux sociaux aussi sur certains posts, de développer aussi un peu plus des jeux. Alors ça, c'est pas du tout sur les nouvelles méthodes de communication, c'est des choses qu'on faisait auparavant, mais là on le faisait un peu de manière un peu plus volontaire, des partenariats, d'échanges de visibilité. On avait beaucoup de partenaires, finalement, avec des structures comme Enercop, Énergie Partagée, Terre de Liens, d'autres organisations qui gravitent autour de nous. On a beaucoup de choses en commun. Et on a fait énormément de campagnes croisées, en fait, de promotion de nos offres respectives, de nos actualités respectives, pour essayer vraiment de créer un mouvement un peu plus large à plusieurs. Ça a été aussi un axe qu'on a plus développé, en tout cas dans ces années-là. Et le dernier point, c'est beaucoup sur le volet commercial, puisque ça s'est énormément traduit aussi là-dessus, commercial pro, je dirais, c'est-à-dire aller chercher plus d'entrepreneurs. Tout à l'heure, je disais qu'il y a eu un effet marché, c'est-à-dire qu'il y a clairement eu des entreprises qui avaient des besoins plus importants et qui simplement, peut-être que quelques années avant, ils n'auraient pas eu l'idée d'entreprendre autrement, mais là, dans l'état d'esprit, ils étaient mûrs pour pouvoir le faire. Donc plus de demandes, et des demandes pour des montants plus importants. Mais nous, on a eu tout un travail de redéfinition de notre activité. On a monté les montants maximum d'intervention en se disant on prend plus de risques, d'une certaine manière. Avant, on était limité à peu près à 1 million d'euros maximum d'intervention. Maintenant, on monte jusqu'à 4 millions d'euros. Donc ça aussi, on a élargi pour pouvoir accueillir des projets plus importants. Et puis toujours dans le changement de culture, pas mal de nos banquiers itinérants ont commencé à travailler sur de la prospection commerciale, participer à des salons, à des événements pro pour pouvoir promouvoir la nef, et essayer d'employer finalement des méthodes qui peut-être qu'on avait un peu mal comprises, pour lesquelles on était un petit peu hostile a priori, en se disant est-ce qu'on va pas gêner, etc. Et en fait, on se rendait compte que si on le faisait pas, il y en avait d'autres qui le faisaient, et que ça avait un impact finalement sur notre activité. Et ça a beaucoup servi, je pense aussi, ce changement de culture, puisque on a finalement assez peu développé le réseau de banquiers itinérants. Il y en a quelques-uns qui ont atterri dans des plus petites villes, puisqu'on a pu un petit peu s'étendre, mais c'est de l'ordre de 4 ou 5 banquiers itinérants supplémentaires pour faire x4 de production annuelle de crédit. Donc on a quand même vraiment significativement progressé, et je pense que c'est beaucoup lié effectivement à ce changement de culture, à cette pression positive du marché de l'entrepreneuriat social, qui est de plus en plus nombreux, où il y a de plus en plus d'entrepreneuriat et des besoins de plus en plus grands, qui nous a permis effectivement de sortir un peu de cette situation dans laquelle on n'est pas tout à fait sorti, 2021, mais on voit poindre effectivement sur 2022 un passage dans le vert. Donc là, avec les taux qui remontent en plus, l'avenir semble nous promettre des choses un peu plus sympas que ce qu'on a vécu par le passé.
Ok, je vois. Et sur ce sujet là, des commerciaux qui sont un petit peu plus allés au charbon, très Mhm. concrètement, est-ce que vous avez dû redéfinir votre discours commercial ou est-ce que finalement le discours existant fonctionnait déjà? Il fallait juste le promouvoir davantage. Hum, oui, alors on a dû le redéfinir à plusieurs niveaux. Finalement, les chefs d'entreprise, de la même manière que les citoyens, ont besoin sur cette question spécifique de l'argent, de Mm. la finance solidaire ou de la finance éthique, d'être mieux informés. Et donc, il y a eu un besoin quand même de se préparer aussi un discours euh, qui répondait aux objections de certains chefs d'entreprise qui nous disaient oui, c'est très bien la nef, mais vous êtes plus cher en fait que la banque d'à côté. Et finalement, pour moi, l'argent n'a pas d'odeur en quelque sorte. Et Mm. c'était pas dit méchamment, mais c'était un petit peu ce regard-là. Et donc il fallait un petit peu les rééduquer euh, à cette question de l'argent qui n'est pas simple, qui était de dire mais si en fait de la même manière qu'on choisit son fournisseur d'énergie, de la même manière qu'on choisit aussi en conscience, qu'on choisit les produits qu'on va vendre, les produits d'entretien, qui va faire le ménage dans ses locaux, etc. Enfin qu'on peut avoir des choix là-dessus, son fournisseur de téléphonie, etc., de prendre l'avion ou le train. On peut choisir son fournisseur d'argent en fait. On n'est pas obligé Ouais. de prendre. C'est pas vrai que l'argent n'a pas d'odeur. On peut aussi choisir délibérément d'aller vers un fournisseur d'argent éthique. Donc On est, même en ciblant uniquement des entrepreneurs engagés, c'était pas évident ouais, effectivement au premier regard. Mais je leur jette pas la pierre, c'était pas du tout évident pour moi au moment où je suis arrivé à la nef. C'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même indirect. Quand on rentre dans un magasin bio, on sait que voilà, c'est soit une tomate conventionnelle où il y a un risque qu'il y ait eu des pesticides, soit une tomate de préférence locale, c'est pas tout le temps le cas, mais où il n'y a pas de risque a priori qu'il y ait eu des pesticides. C'est assez binaire, c'est lié à l'alimentation, c'est un besoin primaire. Le fait de déposer son argent à la banque et juste de se rendre compte qu'en fait c'est pas un coffre-fort où on reprend l'argent quand on en a besoin et qui fait 3 fois le tour du monde avant qu'on puisse le retirer, c'est un concept qui n'est pas évident. Et il n'est pas évident pour les citoyens, mais il n'est pas forcément évident aussi pour les chefs d'entreprise. Enfin, ils le savent, mais en tout cas de faire un lien entre finance et climat, entre finance et solidarité, c'est pas forcément quelque chose qui encore aujourd'hui est complètement accepté par tout le monde, complètement compris. Et donc oui, un peu de culture là-dessus a été nécessaire pour dire c'est important dans votre politique RSE presque de réfléchir aussi à cette notion-là et pas uniquement à aller chercher de l'énergie renouvelable, ce qui est très bien. Après, on fait tous nos efforts au rythme qu'on le souhaite, mais de ne pas balayer d'un revers de la main en disant moi je prends le moins cher. Voilà, on ne prend pas le moins cher pour s'acheter des baskets ou pour s'acheter des légumes. Alors pourquoi on prendrait le moins cher pour s'acheter des services financiers dont on a absolument besoin quand on est entrepreneur. mais en vrai c'est assez fou comme histoire parce que vous avez considérablement augmenté votre volume d'affaires en jouant uniquement sur le même levier auprès de deux cibles, qui est la culture, en fait, Oui, la culture financière. oui, En interne, en disant commerciaux, on peut faire de la prospection. oui, En disant market, on peut faire de la pub sur Google, oui, grosso modo. oui, Et en externe, en disant l'argent a aussi un impact, en fait. Et oui. c'est vraiment presque que l'éducation, votre levier pour augmenter si considérablement votre volume. En fait, tout était là, mais tout était là de par l'histoire aussi de la nef, 35 ans d'histoire, d'une dizaine de milliers de sociétaires qui ont traversé un petit peu le temps et qui ont pu réfléchir à ces différentes questions et enrichir le projet de la nef. Mais ça fait un projet qui est finalement complexe. Il faut parfois un peu ranger la chambre et redéfinir un petit peu ces notions-là. Mais effectivement, on n'a rien ajouté de nouveau. C'est simplement amplifier le mouvement, trouver de plus en plus de personnes à qui délivrer ce message, des personnes qui sont de plus en plus nombreuses à être sensibilisées. Et c'est pour ça qu'aussi on a développé des actions de communication et des actions marketing pour vraiment créer des ponts entre ces deux lignes et de la même manière. C'était quoi les principales difficultés du coup rencontrées pour mettre ça en place? Les principales difficultés, alors sur le côté marketing et communication, c'est pareil, s'acculturer à dépenser de l'argent pour de la communication, pour du marketing, chose à laquelle on n'était pas du tout habitué jusqu'à présent. On fonctionnait
par nos sociétaires, par du bouche à oreille, par de la Tu peux me donner participation des un ordre salons. d'idée sur votre budget marketing ou c'est Budget confidentiel? communication marketing, aujourd'hui, on doit être autour de 500 000 euros par an. Ok. On était peut-être à 80 000, 100 000, 100 000 peut-être à l'époque. Ok. On n'était pas du tout sur du post sponsorisé, sur de la campagne SIA. On n'était pas sur du sponsoring peut-être plus classique. Voilà. Et tout ça, effectivement, il a fallu... Ça s'est pas fait pardon, du jour au lendemain. Il a fallu vraiment s'acculturer en interne, à se dire c'est un investissement, c'est pas juste une dépense pour se faire plaisir. C'est vrai que ça fait un peu peur au départ. On se dit, on passe de 100 000 à 200 000 euros de charge, parce que pour le coup c'est de la charge, c'est pas amorti. Et on ne sait pas, le retour sur investissement, il est difficile à mesurer immédiatement. Enfin, on peut, il y a des outils pour pouvoir mesurer un petit peu ça, mais des fois on travaille que sur la notoriété ou sur l'image. Donc, c'est pas forcément évident à faire grandir cette culture. Vous aviez des compétences en interne sur ce sujet de marketing digital? Non, on n'avait pas forcément les compétences en interne. On a appris sur le tas. On a appris aussi pas mal avec des prestataires avec lesquels on a pu travailler. On a notamment pas mal progressé ces dernières années avec notre changement de site internet, le fait de concevoir du coup notre outil principal qui est, vu qu'on a une entreprise de service, notre site internet et tous les satellites de souscription et autres avec une agence, et concevoir dès le départ la stratégie SEO, les FAQ, etc. Enfin, tout ce qui va vraiment constituer un peu le socle de l'échange d'informations autour de ces supports. Et ensuite, progressivement, on a pu se former un petit peu aux bonnes pratiques sur l'achat de mots-clés, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc ça a été effectivement un peu un frein. J'ai pas l'impression, il faudrait peut-être interroger directement nos collègues banquiers itinérants, que ce changement de culture sur le fait de partir un peu à l'attaque, en prospection, en échange un peu plus direct avec des partenaires, mettre un peu le pied dans la porte quand effectivement on sent que les choses ne se passent pas exactement comme prévu, ait été mal vécu. Alors bon, après il y a tout type de profil en interne. Je pense qu'il y avait une forme de maturité, des banquiers itinérants qui venaient du monde bancaire plus classique, et qui ont aussi aidé à apporter cette culture, mais en l'appliquant finalement au modèle de la nef, qui a un peu tiré peut-être des personnes qui ne venaient pas de cette culture-là, et la nécessité aussi, au bout d'un moment, c'est une équipe en tout cas qui est très... qui est passionnée par ce qu'elle fait, qui aime son entreprise, qui aime la nef, et qui voulait faire en sorte de pouvoir sortir, contribuer au fait qu'elle puisse sortir de ces difficultés. Donc je pense que ça s'est fait, en tout cas moi de ma fenêtre, en échangeant avec eux, j'ai pu constater que ça s'est fait de manière assez naturelle. Ok. Et là, quelles sont du coup les perspectives sur les périodes à venir? Alors il y a pas mal de perspectives. Ce qu'on a... Est-ce que vous avez défini des objectifs chiffrés déjà? Oui, on a défini des objectifs chiffrés et des objectifs marketing. Je pense que c'est vraiment les deux, enfin des objectifs de gamme de produits, plutôt pris sous l'aspect marketing. D'un point de vue chiffré, effectivement, on est à peu près à 80 000 clients. L'objectif d'ici 3 ans, c'est de monter à 200 000 clients, tout compris. Alors, dont une grande part de particuliers quand même, parce que pour les entreprises, on tourne autour de 3 500 entreprises actuellement. On compte monter un petit peu plus parce qu'on a ouvert un produit de compte courant pour les entreprises et les professionnels. Donc on sait que ça peut amener, démocratiser un peu l'accès à la nef pour les entreprises qui aujourd'hui s'adressent à nous uniquement pour du financement. Donc c'est pas forcément régulier. Là, ça pourrait le devenir beaucoup plus. Donc autour de 200 000 clients. Essayer de poursuivre, de maintenir finalement notre production de crédit annuel. Les 200 millions, on trouve que c'est un montant qui est intéressant parce qu'il nous permet d'équilibrer par rapport à ce qu'on va collecter. On collecte souvent beaucoup. Bon là, ça se tasse un petit peu, mais c'est souvent difficile c'est facile de collecter 1 euro, c'est plus difficile de le prêter parce qu'il y a toute une batterie d'indicateurs, d'analyses, de rencontres du porteur de projet. Donc c'est pas tout à fait symétrique en termes de temps consacré. Et du coup, il y a souvent des décalages, et les 200 millions d'euros par an, c'est quelque chose qui, sur les 3 prochaines années, peu ou prou, on va essayer de rester là-dessus. Mais notre grande actualité, c'est de pouvoir développer la gamme de produits et services de la nef. Jusqu'à présent, on n'a pas de compte courant pour les particuliers. On n'a pas donc de moyens de paiement, carte bancaire et autres.
On n'a pas de carte bancaire et d'autres types de moyens de paiement physique pour les entreprises et un certain nombre d'autres produits aussi qu'on aimerait pouvoir proposer. Et ça, c'est rendu difficile par une situation un peu particulière dans l'industrie bancaire et notamment en France. Il y a d'autres pays européens qui sont sur ce modèle-là, qui est qu'on est adossé au crédit coopératif. En étant adossé au crédit coopératif, il y a un contrôle de la solvabilité et de la liquidité, et donc des risques d'une manière générale que la nef va prendre et faire peser in fine en quelque sorte sur le crédit coopératif, qui depuis quelques années nous contraint à plus développer notre gamme de produits et services, ni nous-mêmes ni en partenariat. Okay. Donc en fait on est un petit peu bloqué pas sur notre développement économique, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais par contre sur le fait de pouvoir proposer des nouvelles offres, des nouveaux produits et services. En gros, votre seul levier de croissance, c'est d'avoir plus de clients, mais pas de diversification. Voilà, en fait. Pas de diversification, et donc forcément on arrive on touche un peu le plafond de verre du cercle un peu militant qui est prêt à avoir une banque principale et de mettre un livret à la nef ou d'ouvrir un compte à terme ou de prendre des parts sociales. On ne peut pas accéder vraiment à ce grand public qui est sensible à la cause, mais qui a besoin quand même pour fonctionner d'avoir une banque universelle. Donc l'idée, c'est d'accéder progressivement à un modèle de banque éthique universelle qui propose les services de base. On n'ira pas sur des choses trop farfelues. Et pour cela, on va lancer une campagne d'ici une quinzaine de jours, une campagne de levée de fonds et de mobilisation de recrutement de nouveaux clients et sociétaires pour obtenir le capital suffisant afin d'avoir un nouvel agrément auprès de la Banque de France. Okay. Un nouvel agrément qui nous permette de fonctionner de manière indépendante du crédit coopératif et donc de retrouver de la souveraineté dans tous nos choix stratégiques. Développer un produit, lancer un partenariat stratégique. Donc ça va nous permettre, en tout cas c'est ça notre actualité des 3 prochaines années globalement, ça va nous permettre de continuer à développer notre activité du quotidien, mais de proposer, que ce soit en interne ou en partenariat, de nouveaux produits et services qui sont en règle générale assez attendus, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. On sent que ce sujet de l'indépendance, il revient dans la bouche de tous les acteurs en fait, de la finance verte, oui. Ou finance solidaire. Oui. Forcément, j'ai envie de t'interroger sur l'émergence de la concurrence sur ce sujet qui se fait de plus en plus féroce depuis plusieurs années, avec des acteurs comme Green qui émergent vite et fort sur des propositions de valeur qui peut-être dans l'exécution sont très différentes, mais sur les propositions de valeur assez similaires finalement. Oui, bah ça c'est un bon point. Ça, je dirais que en fait, la reprise un peu du vocable qu'on utilisait ou de certains slogans, on n'avait pas mis de copyright sur ces choses-là, mais sur le fait de décarboner son épargne, sur le fait de proposer une finance plus éthique, etc. Je pense que ça marque 2 choses. Déjà, on était un petit peu seul en fait sur ces sujets-là, donc ça montrait d'une certaine manière que peut-être les préoccupations citoyennes n'étaient pas si fortes sur ce terrain. Et là, ça marque quand même l'émergence de nouveaux acteurs, du fait que déjà, il y a plus de porte-parole sur ces mêmes thématiques et donc plus de monde qui va s'y intéresser, mais aussi, je pense, plus de pression de la part des citoyens pour qu'il y ait des propositions de valeur. Et puis, je pense que le fait d'avoir repris aussi ce vocabulaire ou certains de nos slogans ou certains de nos promesses donne une validité finalement à ce qu'on pense depuis maintenant 30 ou 35 ans. Je pense que là-dessus, ça nous renforce d'une certaine manière. De quelle manière je les vois ? En tout cas, aujourd'hui, depuis que ces acteurs se sont lancés, nous, on n'a pas senti particulièrement de concurrence frontale. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que je pense que le marché il est quand même très très grand et qu'aujourd'hui, il y a largement la place pour plusieurs acteurs. Deuxièmement, on n'est pas sur les mêmes proposition de valeur. En fait, on est très complémentaires, si j'ose dire, aujourd'hui. Nous, on ne propose pas de compte avec une carte bancaire. Eux, ils le proposent et ils ont globalement pas grand-chose de plus à proposer sur les autres besoins bancaires. Donc pas de crédit, pas de livret, pas de compte à terme, de part sociale ou de produits d'investissement ou autre. Et donc pour l'instant, sur le marché, finalement, je ne pense pas qu'on se pique des clients entre nous, en tout cas
pour le moment, pas réellement. Mais effectivement, tu posais un petit peu la question de l'indépendance. Oui, c'est un sujet d'actualité. J'ai l'impression, en entendant pas mal des gérants de ces différentes structures, que c'est un sujet important chez eux. Parce que l'indépendance veut dire souveraineté sur ses choix d'investissement, souveraineté sur ses choix stratégiques de développement. Aujourd'hui, ce ne sont pas des banques, ce sont des néobanques, des agents qui doivent composer avec d'autres acteurs de la chaîne. Et bon, nous, on est bien placés pour le savoir, puisqu'on a cohabité avec le Crédit Coopératif pendant très longtemps. Ça demande beaucoup de compromis et parfois un peu de compromission. Donc il faut pouvoir accueillir. Moi, je l'accueille de manière très positive. Je pense qu'il faut des petits pas et il faut qu'il puisse progresser au fur et à mesure. Et aujourd'hui, comme je le disais, je ressens pas encore de concurrence frontale, féroce. En tout cas, c'est très cordial entre nous, on s'attaque pas directement, donc j'ai pas de difficulté particulière. Super. Je me dis que avec ce paysage concurrentiel qui se remplit, même s'il n'y a pas de concurrence frontale, ça impose à chacun des acteurs de se positionner de manière plus claire et d'avoir une identité de marque plus forte. Oui. Alors moi je l'avais vraiment vu quand vous l'avez fait il y a un an à peu près, que vous avez complètement changé d'identité graphique. Oui. Et même de wording en fait, même sur les éléments de langage, il y a eu beaucoup de renouvellement. Quelle est l'origine de cette démarche? Pourquoi? Et est-ce que vous voyez aujourd'hui des bénéfices à avoir refondu toute votre identité de marque? Alors l'origine, elle était pas mal liée. Alors c'est souvent un peu. Il y a un aspect cosmétique, faut quand même pas se cacher. Ça faisait très longtemps qu'on avait le même site internet, la même identité de marque, même si le logo a pas beaucoup évolué ces 20 ou 30 dernières années. Donc on avait quand même un besoin de dépoussiérer un petit peu on va dire l'identité graphique, mais on a ressenti aussi le besoin, au fur et à mesure qu'on a avancé, de travailler un peu plus large que uniquement l'identité, mais vraiment revoir notre plateforme de marque. Et amener quand même du changement dans la continuité. C'est-à-dire qu'il y a des portes qu'on a assez vite fermées en se disant est-ce qu'on veut changer de nom, est-ce qu'on veut changer nos piliers fondateurs. Non, on veut quand même maintenir une certaine forme de continuité, mais amener plus de clarté dans notre discours, dans ce qui est vraiment important dans notre discours. Et je pense que ce que nous a permis cette refonte de la plateforme de marque, ça nous a permis de donner de la fraîcheur clairement visuelle sur notre identité et d'arriver au 21e siècle, quoi, un petit peu. Non, je plaisante. Et ça, c'est vrai que ça fait du bien à tout le monde, finalement en interne et aussi à l'extérieur, mais ça reste quand même quelque chose de cosmétique. Et c'est surtout que ça nous a permis vraiment de clarifier ce qui était un petit peu en nous. Tout à l'heure, tu disais que finalement, on n'avait rien inventé au moment où on était en crise, on a juste fait preuve de pédagogie. Et je pense qu'on a fait tout un travail là-dessus. Notre logo, qui est composé de 4 piliers, finalement, les 4 piliers, on retrouve ce que j'ai dit au début, transparence des financement exclusif de projets à plus-value sociale, la coopérative et l'audace du changement, c'est-à-dire le côté un peu pionnier, innovant, à être présent sur les nouveaux secteurs qui vont émerger dans le domaine de l'innovation sociale et sociétale. Ça, c'est vrai qu'on ne l'avait jamais posé comme ça, en fait. On ne l'avait jamais posé de manière claire, en se disant, en fait, toute notre histoire, elle est composée autour de ça. Donc ça nous a apporté vraiment de la clarté, y compris dans notre discours. D'ailleurs, on peut s'appuyer vraiment sur ces éléments-là pour pouvoir les présenter. Et puis de la continuité, comme je le disais, le fait de garder pour la banque éthique, par exemple, ou le fait de garder le nom, ça a été une question aussi qu'on s'est posée, est-ce qu'on garde le nom de la nef? On a voulu quand même le maintenir, on n'a pas voulu complètement changer, on veut respecter aussi cet héritage et ces 35 ans d'histoire. Alors, justement, j'ai envie de rebondir là-dessus. Comment on fait pour refondre la plateforme de marque d'une boîte qui a 35 ans? Très concrètement, il y a une réunion à un moment avec les dirigeants, on se dit... on travaille avec une agence spécialisée. Ok. Avec du planning stratégique, avec beaucoup de réflexions autour de ça. Quelles ont été les grandes étapes du coup, de cette réflexion? Il y a eu beaucoup de travail avec justement tous ceux qui ont
construit la nef sur ces 35 ans, donc avec vraiment des échanges, y compris avec un de nos fondateurs qui aujourd'hui est décédé. Donc il y a eu vraiment des échanges avec les personnes pour comprendre la nef de l'intérieur, l'origine, l'impulsion de départ, qu'est-ce que c'était quand vous étiez 10, qu'est-ce que c'était quand vous étiez 30 ou 40 ou 50. Énormément d'ateliers autour de ça pour vraiment s'imprégner de ça. Peut-être pour le mettre un peu derrière et se dire, bon, maintenant on a tout ça, on va se concentrer vers le futur, vers le présent et vers le futur. Et oui, c'est un jeu d'équilibriste quand même, d'arriver à se dire, finalement, une entreprise comme celle-là, on ne peut pas juste faire table rase et dire, on va changer votre nom, on va lui donner... c'est la mode du jaune pétillant, donc on va mettre du jaune pétillant partout. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et en plus, les décisions doivent être prises de manière un peu collégiale. Je sais que sur la plateforme de marque, on a échangé avec notre CS, dans lequel il y a des gens qui étaient là à la première heure, il y a eu des débats, des couleurs, etc. Donc oui, ça a été une mission, je pense, pour l'agence complexe. Après, ça les a passionnés aussi parce que c'est un sujet... c'est pas vendre des yaourts, j'ai rien contre ça, mais ça reste quand même quelque chose d'un peu plus... profond et un peu plus passionnant. Mais oui, ça a été un jeu d'équilibriste sur lequel il a fallu jouer, donner de la modernité, donner de la fraîcheur, clarifier le discours, vulgariser par rapport à des tartines de texte qu'on avait sur notre précédent site internet. Enfin, je ne sais pas si tu y étais allé avant. Être beaucoup plus incisif, beaucoup plus direct, aller à l'essentiel, tout en gardant ce qui vraiment est indispensable, nos piliers, le nom, la terminologie banquetique qui est vraiment quelque chose d'important. C'est vrai que sur beaucoup de sites de coopératives qui portent une vision très très forte en fait, sur l'économie, qui ont vraiment envie de changer les choses de manière très profonde, je remarque que sur leur site il y a beaucoup de détails parce que on a envie d'être exhaustif. On veut expliquer complètement sur tous les points sur lesquels on est très différent de l'économie conventionnelle en fait. Tout à fait. Oui, c'est un peu la difficulté. Et encore, on s'est retenu et je pense qu'il y a encore trop d'explications aussi sur nos supports, sur notre site internet, même si on a beaucoup allégé par rapport à le passé. En fait, on a toujours peur que le premier coup d'œil vise à dire ils sont en train de me servir un peu un charabia qui n'est pas très profond. C'est de la com, c'est de la pub. En gros, c'est un peu ça. On a peur de ça. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, de pas être trop différencié. Et donc, effectivement, le travers, ça peut être de dire je vais passer des heures à expliquer. Faut trouver cet équilibre entre les deux. Parfois, une belle image. On a gardé aussi ce concept. Ça, c'est vrai que c'est important. Là, on ne voit pas, mais ce concept de c'est quoi finalement la nef ? C'est la meilleure incarnation, c'est de présenter les projets qu'on finance. Donc ça va être l'Aspid, ça va être l'Amazona, ça va être Biocop, ça va être Veja, ça va être des gens formidables dans le monde associatif, le logement social, l'insertion, etc. Et donc ce concept-là, qui était un concept qu'on avait déjà avant, qu'on a juste un petit peu transformé, on l'a gardé. En échange avec l'agence, on s'est dit, oui, il faut garder ça, parce que ça, c'est une traduction qui permet de ne pas rentrer dans le blabla, qui est inattaquable, en fait. La nef, c'est quoi ? On peut discuter de tout ce qu'on veut, mais clairement, on a été les premiers à financer toutes ces entreprises-là. On a été les premiers sur la bio, on a été les premiers sur les énergies renouvelables, les premiers peut-être sur le vrac. On a toujours été un peu avant-gardiste sur cette innovation sociale, et on l'incarne avec ceux qui font finalement la nef, et aujourd'hui, ceux qui le font le plus, c'est tous les entrepreneurs avec leurs idées parfois saugrenues. Les banquiers regardent un peu d'un œil bizarre et nous, on est un peu toujours les premiers à dire ouais, c'est intéressant, allez, on y va quoi. Donc ça, oui, on a su le garder parce que je pense que ça répond à cette logique de montrer qu'il y a de la profondeur, montrer que c'est pas du greenwashing, tout en ne passant pas des heures à essayer de démontrer ça par l'écrit. Et l'image permet ça. Ouais, plus de concret et un peu moins de philosophie. Exactement. Aussi. Ouais. Eh bien écoute, je pense qu'on a pas mal d'éléments déjà. Donc en vrai, je te remercie. Mais merci beaucoup. C'était chouette et j'espère que ça vous a plu. Coucou. Boum, l'épisode est fini, mais on va envoyer à nos abonnés une ressource complémentaire de folie. Du coup, si t'es pas abonné, clique sur le lien en description. Et si t'es déjà abonné, tu gères. Bref, on t'aime d'amour. Merci et à très vite.